Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à une autre émission de Tira Laval vous informe. Cette semaine, j'ai pensé parler de mandat, procuration et testament, car c'est un sujet dont il y a beaucoup de confusion quelquefois lorsqu'on définit la procuration et les mandats. Alors, je voulais éclaircir ça un petit peu. Et j'ai invité Maître Louis Martin Beaumont. Bonjour, qui est membre de... Peut-être vous dire quel est votre titre exactement? Là, Écoutez, je suis notaire en pratique à Laval depuis, à pratique privée à Laval depuis 22 ans à peu près. Okay. Et je siège au conseil d'administration de la Chambre des notaires également, là, à titre de représentant pour la région de Laval. Parfait, excellent. Alors, on va commencer par la procuration. On pourrait peut-être expliquer aux gens pourquoi on donne une procuration à quelqu'un. Quel est l'objectif? Mais en fait, la procuration, c'est un document qui se veut directement pour se simplifier la vie. C'est aussi simple que ça. La procuration va permettre à quelqu'un d'agir en notre nom et de nous simplifier la tâche. Ça peut être juste parce qu'on n'aime pas s'occuper d'un certain type de choses. Des fois, les personnes âgées, je regarde dans ma pratique, les gens vont dire « Ah, mais telle chose, je ne suis pas à l'aise de parler au gouvernement pour certaines choses. » Bien, à ce moment-là, la procuration va permettre à un enfant, un proche, de pouvoir intervenir auprès du gouvernement, dans mon exemple, mais ça peut être pour n'importe quelle action qu'on peut déléguer. OK, parfait. Je pense qu'il y a plusieurs sortes de procurations, mais comment on fait une procuration? Écoutez, une procuration, c'est un document qui, à la base, est très flexible, très facile à exécuter. Il n'y a pas de forme obligatoire particulière, ce qui fait en sorte que n'importe quel document que vous rédigez où on donne le droit à quelqu'un d'agir pour nous, c'est une procuration. Les banques, pour vous donner un exemple, ont un formulaire préétabli qui va valoir pour la banque seulement, qui va permettre à quelqu'un d'aider une personne à payer ses comptes, par exemple, ou à faire des chèques et tout ça. C'est certain que dans tous les cas, il faut être quand même conscient qu'on donne le droit à quelqu'un d'agir pour nous. Donc, c'est quelqu'un à qui on doit avoir confiance. Quand on parle des comptes de banque et tout ça, bien évidemment, on s'entend, cette personne-là, théoriquement, pourrait vider le compte. Donc, il faut bien choisir la personne, quelqu'un à qui on a confiance, aveugle, honnêtement, parce que les pouvoirs sont très larges dans ce genre de situation-là. OK. Est-ce qu'on donne des mandats spécifiques? Je pense qu'on peut rentrer peut-être... Je sais qu'il y a des mandats généraux, qu'on peut donner des procurations générales et spéciales. Exactement. On pourrait peut-être donner ça aussi. Une procuration générale, comme ça dit, c'est qu'on donne des pouvoirs généraux, donc complets, à tout point de vue. Donc, c'est pas seulement pour la banque ou seulement pour le gouvernement, c'est vraiment les pleins pouvoirs. Donc, tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, on dit que l'autre personne pourra également le faire. Chose à garder en tête, c'est qu'une procuration, ça ne nous empêche pas de faire nos choses nous-mêmes. On continue d'agir et tout ça. C'est que cette autre personne-là peut aussi le faire pour nous. Donc, on ne perd pas rien, on ne s'enlève pas de possibilités à nous-mêmes, mais l'autre personne peut nous aider. Et ça, c'est au niveau de la procuration générale. Maintenant, une procuration spéciale, c'est quand on limite les pouvoirs. Exemple, à la banque, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une procuration spéciale parce qu'elle est pour la banque seulement. Elle n'est pas pour n'importe quoi qu'on peut faire nous-mêmes. Et donc, les variantes, évidemment, sont infinies. Là. Ça peut être pour plein de choses spécifiques. Là, Est-ce que ces mandats-là, les spéciales et générales, sont faits à la main? C'est quoi les techniques? Bien, écoutez, oui, elles peuvent être faites à la main. Une simple forme de lettre, si on peut dire, peut suffire dans la mesure où elle est suffisamment claire, dit bien ce qui a à être fait qui est autorisé à être fait, par l'autre personne. Par contre, c'est certain que chacun son domaine d'expertise. Je n'irai pas faire de l'électricité dans la maison de quelqu'un parce que je n'ai pas les compétences pour la faire. Et évidemment, quand elle est faite par un professionnel du droit, donc notaire ou avocat, bien évidemment, les termes utilisés vont être spécifiques, vont être clairs et on espère certain que la personne qui va avoir à l'utiliser, bien, les gens vont comprendre ce qui est autorisé, il n'y aura pas de problème et tout ça. Donc, de ne pas nécessairement le faire soi-même, il y a un avantage. Par contre, une procuration à la banque, bien, elle n'est pas notariée, là, évidemment. Elle est faite là-bas, mais eux ont leur terminologie spécifique qui va faire en sorte qu'il n'y aura pas de problème non plus, là. Donc, mais un coup mal pris, n'importe quelle formule qu'on fait nous-mêmes sur une feuille de papier est suffisante. Moi, j'ai un cas où est-ce qu'une dame avait fait une procuration écrite comme ça à quelqu'un, lui donnant plein pouvoir pour différentes choses. Puis la dame ne veut plus remettre le papier maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dans des cas comme ça où est-ce que elle
là, même si ça lui redonne l'original, y a-t-il une copie? C'est embêtant, hein? Effectivement, c'est pas nécessairement évident de la retirer par la suite parce que, bon, théoriquement, même si elle ne remet pas le document, la procédure veut que, ben, on avise les intervenants que, bon, la procuration n'est plus en vigueur et tout ça. Mais encore faut-il aviser tout le monde, pardon. Ouais. Et quelqu'un qui serait malveillant pourrait avoir ouvert un compte de banque à un autre endroit qu'on ne sait pas. Oui. Mais la procuration a continué d'être valide, là, C'est dans le ça. sens que cette banque-là n'aurait pas été avisée qu'on l'a retirée. Alors, il faut faire un petit peu attention. C'est pour ça que je vous disais, le choix de la personne Ouais, est très important oui. Parce dans que ces choses-là. Surtout, c'est une procuration générale, ça, qui Exact. donne accès. Alors là, moi aussi, j'étais embêtée, puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire dans des cas comme ça? Surtout quand on tombe dans des personnes qui ont... Tu sais, elle la connaissait, mais elle s'est rendue compte par après que... Bien, tu vois, dans ces situations-là, il faut que ce soit quelqu'un qu'on connaît très, très, très bien. Ouais. Et des fois, peut-être pas généralisé. Parce que général, c'est pas ça. toujours nécessaire qu'elle OK. soit générale. C'est pratique, on s'entend, mais c'est pas toujours nécessaire. Exact. Alors, si dans cette situation-là, je ne connais pas les détails, Non. mais possiblement que si c'était pour donner un coup de main à la banque, bien, la procuration aurait pu être juste à la banque. Alors, à ce moment-là, on retire celle-là, on avise la banque, c'est fini. Il n'y a pas d'autre possibilité d'avoir Exact. débordé. C'est ce que je l'ai avisé de faire au moins ça, parce que ça, c'est important. Exact. Mais la dame était dans une situation vulnérable, je pense que la personne en a profité, hein, c'est ça. Bien, des fois, il faut être un petit peu... c'est pas toujours évident, là, mais il faut être un petit peu alerte sur ces choses-là. Tu sais, le vieil adage dit quand c'est trop beau pour être vrai, souvent ça l'est, mais c'est un petit peu ça. Tu sais, quelqu'un qui a trop prêt à aider, trop... des fois, il faut peut-être garder une petite réserve là, pour être certain de ne pas avoir de problème par la suite. Exactement. OK. Ensuite, il y a un mandat en cas d'inaptitude et la procuration. Ça, c'est toujours une question des fois que les gens sont un petit peu confus. Alors, on pourrait peut-être élaborer sur les deux. Bien, absolument. Écoutez, on s'entend que c'est très proche l'un de l'autre, dans le sens que dans les deux cas, on donne le droit à quelqu'un d'agir à notre bénéfice. Donc, pour ça, c'est assez similaire. La différence entre les deux est plus au fait que quand il y a une procuration, la personne qui l'a donnée continue de la superviser, si on peut dire. C'est nous qui continuons à s'assurer qu'il n'y a rien qui se fait qui n'est pas selon nos volontés et tout ça. Alors que le mandat, on donne un pouvoir, mais c'est pas nous qui allons diriger comment les choses vont se faire. Je donne un exemple, les gens comprennent souvent bien. On donne un mandat à un avocat. Donc, on va dire à un avocat, vous nous représentez dans telle situation, mais c'est pas nous qui allons dire à l'avocat, bien là, il faut que tu fasses telle notification, tel papier, telle étape. C'est lui qui est maître de comment va s'exécuter la situation. Donc, on perd un petit peu le contrôle de ces choses-là quand on parle de mandat. Et en cas d'inaptitude, bien, la raison que la perte de contrôle, c'est qu'il survient une inaptitude. Ouais, c'est ça. Et comme je dis toujours aux gens, l'inaptitude, là, c'est pas je me suis cassé une jambe, je peux pas me déplacer. On parle vraiment, c'est cognitif, donc c'est la tête qui fonctionne pas. On n'a plus connaissance vraiment de ce qu'il en est et on ne peut plus agir pour nous-mêmes. Donc, le mandat d'inaptitude a vraiment pour effet quand il est mis en vigueur, de retirer à la personne ses pouvoirs d'agir lui ou elle-même, ce qui est quand même plus significatif comme conséquence. Okay. Et puis le processus d'évaluation, c'est que ça doit être un travailleur social avec un médecin qui doit faire une évaluation psychosociale pour évaluer la personne de son aptitude. Bien, absolument. Et j'ai un autre exemple aussi, c'est quelqu'un peut être paralysé du cou en descendant, ne sera pas inapte parce que sa tête est là, la personne va pouvoir prendre ses décisions par elle-même. C'est certain que peut-être avoir besoin de procuration pour donner un coup de main, mais il va pouvoir superviser ces choses. Alors, pour en revenir à l'évaluation, effectivement, une aptitude, c'est une question médicale. Et dans le processus de mise en vigueur du document, il doit y avoir un rapport écrit, détaillé par le médecin et par un travailleur social pour s'assurer que c'est vrai, que la personne est effectivement inapte, et inapte suffisamment pour justifier de se faire enlever les pouvoirs d'agir. Donc, c'est pas parce que même le médecin va communiquer à la famille, dire écoutez, il y a une difficulté, les gens sont, la personne n'est pas bien, le mandat ne devient pas immédiatement exécutable, si on peut dire, ou utilisable par la personne qui est là. C'est le juge qui déclare l'inaptitude à cause des conséquences. Exactement. Alors là, il y a deux sortes de mandats. Si on passe au mandat d'inaptitude, j'aimerais ça qu'on parle de... Il y a les mandats notariés, puis il y a les mandats devant témoins que les gens font entre eux, là. Alors, il faudrait peut-être dire exactement ce qu'il y en est des différents mandats.
Écoutez, le mandat n'a pas l'obligation d'être notarié. C'est certain, on va me dire, je prêche pour ma paroisse un petit peu, mais quand même, c'est un document qui peut avoir beaucoup de conséquences parce qu'on délègue beaucoup de pouvoirs. Et généralement, en cas d'inaptitude, bien, il est très large, il va être général parce qu'on n'est plus en mesure justement de faire nos choses nous-mêmes. Donc, encore plus important, comme les mêmes critères que tantôt, mais encore plus important de s'assurer de bien choisir la personne qui va s'occuper de nous. Oui. Dans le cas d'inaptitude, petite précision que je n'ai pas faite tout à l'heure, quand on est bien, on a toute notre tête, les pouvoirs qu'on donne sont sur nos avoirs, sur nos possessions, nos biens. Quand vient l'inaptitude, mais évidemment, là, on rajoute les pouvoirs sur notre personne physique, donc consentement aux soins médicaux, entre autres, et tout ça, parce qu'on ne peut plus l'exécuter nous-mêmes à ce moment-là. Oui. Pour en venir à la forme maintenant, on n'est pas obligé de le faire notarier. Encore une fois, il n'y a pas nécessairement de formule particulière obligatoire. Il faut tout simplement qu'il y ait eu 2 témoins qui idéalement spécifient là, que la personne leur a bien communiqué le fait que c'est leur volonté de nommer la personne qui est là. Par contre, c'est sûr que, encore une fois, question d'expertise, de contenu et tout ça, mais quand il est fait notarié, on va l'adapter exactement aux volontés de la personne, mais aussi on va s'assurer que dans les termes utilisés, on va permettre la totalité des pouvoirs qui peuvent être utiles en cas d'inaptitude. Mais ce n'est pas nécessairement obligatoire. OK, ça peut être fait soit sur un ordinateur ou à la main? Absolument. On va parler de testament tantôt, il y a un peu de différence, mais au niveau du mandat qui n'est pas notarié, il n'y a pas d'exigence à savoir si on doit l'écrire à la main. Donc, il peut être écrit à la main, mais ce n'est pas obligatoire, mais il peut être à l'ordinateur, effectivement. Les témoins sont là pour valider le fait que la personne est bien d'accord avec le contenu de la nomination qui est là. OK. Lorsqu'on a fait signer des témoins, puis ce sont des personnes âgées ou décèdent ou quoi que ce soit, est-ce que c'est important de le refaire puis demander à d'autres gens, parce que là, les gens, s'ils sont plus vivants ou... Écoutez, pas nécessairement. Non? Okay. Parce qu'au moment où on présente devant le tribunal, c'est certain que si on peut contacter un des témoins, bien, on fait une déclaration assermentée de cette personne-là qui va confirmer que oui, j'ai bien vu la personne signer, personne ne l'a forcé à le faire, c'était fait vraiment volontairement. Par contre, si jamais les 2 témoins étaient plus accessibles et tout ça, ce qu'on peut faire, c'est obtenir la signature de quelqu'un qui connaît la personne et qui va dire oui, c'est bien sa signature. Okay. La signature du témoin va faire foi un petit peu directement que ça a été fait comme il faut là, à ce moment-là. Parce que lorsqu'un mandat... est-ce que le terme a changé cette année, mandat d'inaptitude? Bien, en fait, c'est devenu mandat de protection, mais c'est exactement la même chose. Ça s'applique en cas d'inaptitude, mais le but est de protéger la personne, donc ça a été ajusté. Alors, est-ce qu'on doit maintenant se servir du même nom ou écoutez, ça va être traité comme il faut. De toute façon, le nom qu'on donne au document, c'est le contenu qui va être important. Donc, il n'y a pas lieu non plus dans ce cas-là de refaire les documents, qu'ils soient notariés ou pas. Là. Ça, c'est... Parce que le Code civil dit mandat d'inaptitude. Alors, à ce moment-là, je pensais qu'on n'avait pas le droit de faire le changement. Mais c'est juste une appellation. Fait qu'honnêtement, ça n'a pas d'effet juridique ou problématique ou quoi que ce soit. Là, il n'y a pas de problème. Mais oui, le terme qui va être utilisé à partir de maintenant va être mandat de protection. Si les gens entendent ça veut dire la même chose. Alors, il est important aussi de souligner que lorsqu'un mandat devient, pour qu'il soit effectif, on doit aller devant le tribunal. Le tribunal, exactement. En fait, c'est pas... faut pas voir ça comme une énormité comme à la télévision, un grand procès avec un grand débat d'avocat contre avocat. Dans les faits, ce sont les rapports qui sont présentés et le juge va se prononcer sur la foi des documents qu'il a devant lui. Donc, le rapport du médecin, le rapport du travailleur social, on lui présente le mandat que la personne a fait et lui, dans la mesure où l'état de santé le justifie, bien, il va prononcer l'inaptitude et rendre utilisable le mandat que la personne aurait fait elle-même. Alors, on va aller à une petite pause et on va être de retour. Merci beaucoup. Parfait. Alors, M. Beaumont, j'aimerais ça maintenant qu'on parle de le choix du mandataire. Quelle est l'importance, ça là? Bien, écoutez, c'est un petit peu la même chose qu'on disait au niveau de la procuration. C'est quelqu'un à qui on donne plein pouvoir. Plein pouvoir sur nos avoirs, évidemment, donc la banque et tout ça. Donc, il faut que ce soit quelqu'un de confiance. Mais en cas d'inaptitude, en plus, on va venir donner à la personne le pouvoir de prendre des décisions qui vont toucher notre personne physique. Donc, les soins médicaux, qu'est-ce qu'on autorise comme intervention chirurgicale, où vous allez être logé, les soins, les services dont vous allez bénéficier. Donc, c'est quelqu'un en qui vous devez avoir vraiment très confiance, mais en qui va avoir un petit peu les mêmes façons de voir les choses que vous, parce que ça va être très personnel comme situation, puis vous ne serez pas en mesure de vous manifester vraiment à ce moment-là. Oui, puis il faut que ce soit quelqu'un à qui on a déjà parlé aussi, naturellement, parce que des fois, on ne parle pas toujours de tous ces sujets-là avec les gens.
Alors, que faire lorsqu'une personne devient inapte, le processus? Bien, écoutez, généralement, ça va être les gens du milieu médical qui vont aviser les gens qu'écoutez, on est rendu à un point où vous devriez entamer les étapes pour que quelqu'un puisse représenter la personne qui n'est pas bien. Et habituellement, la première étape, ça va être de contacter le notaire parce que dans le milieu de la santé, ils vont vouloir être sûrs que ce n'est pas quelqu'un qui essaye d'obtenir de l'information et vont demander à ce que les demandes des rapports viennent d'un notaire qui a été mandaté. Un avocat aussi peut le faire, mais c'est plus souvent les notaires. Okay. Mais qu'il y a quelqu'un officiellement au dossier pour procéder, c'est pas juste question de tâter le terrain à savoir ce qu'il y en est. Okay. Donc, c'est la première étape. Par la suite, on adresse la demande au tribunal, on leur dit, bien, voici les rapports, la procuration, officialiser tout ça. Et ça se fait, la personne qui demande, généralement, elle ne va même pas au tribunal. Là. Dans les faits, okay. on se prononce sur la foi des documents, tout simplement. Parfait. Excellent. Alors, il y a aussi il y a deux documents. Il y a le mandat d'inaptitude et la procuration générale. Des fois, il y en a qui ont les deux. C'est fait en même temps chez le notaire. Peut-être expliquer si on doit le faire ou... Bien, on couvre deux situations différentes. Comme je disais tout à l'heure, la procuration, c'est quelqu'un qui peut vous donner un coup de main, agir pour vous, alors que vous êtes quand même parfaitement capable de le faire vous-même. Le mandat d'inaptitude, le mandat de protection, lui, va s'appliquer dans l'éventualité où vous n'êtes plus en mesure de le faire. Donc, on couvre vraiment deux situations très différentes, des pouvoirs similaires potentiellement, mais des situations très différentes. Et théoriquement, la procuration va continuer de s'appliquer tant que la personne est en mesure de superviser ce qui se passe et de réagir s'il n'est pas d'accord avec quelque chose. Techniquement encore, lorsque survient l'inaptitude, la procuration ne devrait plus être valide. Par contre, il y a ce que moi j'appelle la présomption de capacité, qui est un peu comme la présomption d'innocence. On est présumé à être apte tant qu'on n'est pas officiellement déclaré inapte. Okay. Alors, théoriquement, la procuration, on peut s'en servir dans la période entre le moment où on se fait aviser que probablement qu'il y a quelque chose à faire et le moment où c'est homologué. Par contre, on dit aux gens de faire ce qui est nécessaire, mais de ne pas commencer à faire des transactions plus compliquées dans le moment où la personne serait inapte, mais pas déclarée officiellement pour pas que ce soit contesté par la suite. Est-ce que tous les mandats doivent être homologués? Lorsque survient l'inaptitude, oui. Le document n'a aucune application. Il est valide, mais il ne peut pas être utilisé tant qu'il n'est pas homologué. Bien, en fait, l'homologation vient dire c'est qu'on reconnaît l'inaptitude et le mandat d'inaptitude s'applique lorsque survient l'inaptitude. Donc, il faut que le jugement ait été rendu. OK. Quelqu'un, disons, qui ne veut pas payer les frais pour faire homologuer le mandat, dit bien, moi, je vais continuer avec la procuration générale. Est-ce que quelqu'un pourrait te dire de faire ça? Bien, écoutez, des fois, les gens vont le faire si ça va bien. Quelqu'un qui est déjà impliqué, qui s'occupe déjà des affaires de la personne, souvent, on est capable de continuer. Les gens ne poseront pas de questions parce que ça a l'air d'une simple continuité. Exactement. Oui. Le problème peut arriver au moment où, je vous donne un exemple, une banque, c'est des cas qui sont arrivés avec des clients récemment. Un des enfants s'occupait des choses du parent depuis de longues années et le parent avait eu, la situation de santé avait détérioré, mais à un moment donné, est venu un placement renouvelé ou une opération un petit peu plus particulière et là, la banque a demandé confirmation du parent, mais là, le parent était inapte. Alors là, on n'avait rien d'entamé. C'est quand même une procédure qui peut durer une couple de mois, là, obtenir les rapports, présenter au tribunal. Oui. Mais là, on ne pouvait plus agir. La banque, puis là, évidemment, en le sachant, ils ont mis de côté la procuration complètement. Fait que même payer les comptes courants et tout ça, ça devenait problématique. Fait que oui, on peut le faire temporairement, mais il ne faudrait pas négliger de faire homologuer au cas où surviendrait quelque chose où quelqu'un pose une question. Exact. Et là, l'inaptitude est découverte, puis ça va être plus compliqué à ce moment-là. Excellent. OK. Alors là, on va passer au testament, le dernier volet. Bon, qu'est-ce qu'un testament? Peut-être en gros expliquer c'est quoi un testament. Le testament, en fait, c'est d'établir, après votre décès, comment vous voulez que vos biens soient distribués et vous êtes libre de faire ça complètement comme vous voulez. Il y a très, très peu de restrictions. Vous n'avez pas d'obligation à avantager certaines personnes. Vous pouvez déshériter qui vous voulez, théoriquement, mais c'est vraiment libre à vous d'avantager qui vous voulez. OK. Fait que, pourquoi faire un testament, dans le fond, c'est pour justement, comme vous venez de dire, de léguer à qui on veut. Exactement. S'assurer que c'est les gens qu'on veut avantager qui vont l'être. C'est sûr que si vous n'avez pas de testament, la loi va dire, à défaut de l'avoir prévu vous-même, la loi va dire qui hérite. Mais ce n'est pas toujours les gens à qui on veut avantager que ça va bénéficier. Je donne un exemple.
en cas d'absence de testament, bien, ce n'est pas le conjoint qui hérite. Il n'hérite pas de tout, en tout cas. C'est partagé avec les enfants, puis même les enfants ont 2 tiers, le conjoint a 1 tiers. Oui, oui. Alors, c'est pas toujours ce qu'on veut. Ça peut laisser le conjoint dans une situation inconfortable, je vais dire, à ce niveau-là. Donc, ça nous permet vraiment d'orienter les choses, d'encadrer la façon que ça va se faire. Parfait. Fait que si on parle d'avantages et inconvénients, l'avantage d'un testament, c'est comme vous avez dit tantôt. Exactement. Inconvénient, il faut garder en tête, il y a plusieurs situations. On n'a pas quelques jours, donc il faut limiter un petit peu. Exact. Mais, entre autres, conjoint de fait, au niveau de la loi, n'est pas reconnu. Donc, même si ça fait 20 ans que les gens sont ensemble, s'ils ne sont pas mariés, s'il n'y a pas de testament, ils n'héritent pas un de l'autre du tout. Alors, ça peut compliquer les choses. S'il y a des enfants mineurs, c'est encore plus compliqué parce que le conjoint mineur, les mineurs, sont copropriétaires. Le conjoint ne peut pas faire tout ce qu'il veut parce qu'il y en a une partie à lui. Là, il y a un conflit. Il faut nommer quelqu'un d'autre pour représenter les enfants. C'est très lourd comme processus. OK. J'aimerais aussi qu'on parle un peu d'interdiction parce qu'il y a des lois qui ne permettent pas de laisser des montants d'argent ou quoi que ce soit, peut-être spécifiés, parce que souvent, moi, j'entends des personnes âgées dire « Ah, ben moi, j'aimerais ça laisser à mon directeur ici dans la résidence l'argent. » Puis là, tu sais, des fois, je dis « Non, vous n'avez pas le droit. » Non, c'est ça. En fait, tous les employés ou les intervenants qui sont dans des capacités, je dirais, officielles, au niveau d'une résidence, d'un C3S, des choses comme ça, pour assurer l'indépendance et tout ça, ces legs-là ne sont pas autorisés. Donc, même s'il est fait dans le document, ça ne sera pas appliqué, ça ne sera pas reconnu. Donc, il faut le garder en tête. Un gérant de banque? Bien, théoriquement, éthiquement, c'est pas super. Là, mais j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, justement. Ce n'est pas formellement refusé, mais il faut faire attention. Ça pourrait être contesté assez facilement parce qu'il y a quand même une position d'autorité et de tout ça qui pourrait le faire contester, mais ce n'est pas formellement, dans le cas du directeur de banque, à titre d'exemple, ça, c'est pas formellement interdit, mais facilement contestable, honnêtement. Oui, parce que j'ai vu le gérant de banque, j'avais vu sa femme et ses enfants. Là, je trouvais ça un peu bizarre. Bien, je vous dirais, plus il y a de personnes de la même famille, plus c'est facile à contester. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas d'interdiction formelle. Mais par contre, tout ce qui est résidence, personnel, soignant, domaine de la santé, ça, c'est carrément interdit OK, parfait. de le faire. Il ne l'aurait pas de toute façon s'il laisse un montant. Exactement. OK, parfait. La modification du testament ou une révocation. Tout ça est possible. Le testament, vous êtes libre de le refaire quand vous voulez, le nombre de fois que vous voulez. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Que vous fassiez votre testament notarié ou pas notarié, il peut être modifié ou révoqué n'importe comment, dans le sens qu'un testament notarié peut être révoqué par un testament à la main. Il n'y a pas besoin que la révocation soit de la même forme. Peut-être, pour faire la distinction, le testament notarié, bien évidemment, il faut être reçu devant notaire, mais un testament peut être parfaitement valide sous 2 autres formes. Ce qu'on appelle holographe, qui veut dire à la main, finalement. Donc, il y a juste besoin d'être écrit de la main de la personne et signé par elle. On vous suggère de dater, ça simplifie, mais c'est même pas obligatoire comme tel, mais il sera valide. Même chose, le testament peut être fait par moyen électronique, ordinateur ou quoi que ce soit, mais il devrait avoir 2 témoins à ce moment-là pour être certain que en écrivant à la main, on a plus de chances que la personne y ait consenti. Le fait qu'il est écrit à la rédaction, on ne veut pas que quelqu'un se soit fait forcer de signer. Donc, il y a 2 témoins qui doivent venir le confirmer. La différence, c'est au moment de l'exécution, par contre. Le testament notarié, au moment de l'exécution, il n'y a aucune autre formalité que de l'utiliser, de prouver le décès et de l'utiliser. Les 2 autres doivent être confirmés par le tribunal. On ne viendra pas dire si ce qu'il y a dedans est correct ou pas. La seule chose qu'on va venir vérifier, c'est qu'il a été fait comme il faut et qu'il peut maintenant être applicable. Donc, il y a des frais à ça et des coûts. Et les frais sont plusieurs fois plus chers que de faire le testament. Donc, avec l'expertise du notaire, le fait qu'on va conserver l'original pour être sûr qu'il pourra toujours être accessible, je pense que ça vaut les quelques centaines de dollars que peuvent coûter un testament, là, de le faire vous-même pour être sûr que vos volontés vont être bien exprimées. Moi, j'aurais une petite question. De plus en plus, même chez les personnes âgées, se remarient ou ils deviennent des familles reconstituées, tout ça.
C'est pas facile, hein, des fois, pour les gens de dire comment je fais mon testament, là. Non, effectivement, ça devient plus difficile parce qu'on veut, bon, on a, mettons, des enfants d'une première union, qu'on veut quand même avantager et tout ça, mais on a un deuxième conjoint, souvent qui est un conjoint qui ne sera pas de courte date. Là, ça peut être des gens qui ont été, la deuxième conjoint peut avoir été 15-20 ans avec la personne. C'est pas toujours évident. Par contre, vous êtes absolument libre, les gens sont libres de le faire comme ils veulent. Donc, il n'y a pas d'obligation formelle de dire que les enfants doivent avoir une certaine portion précise et tout ça. Mais ça prend un petit peu de temps de s'asseoir, de jongler avec comment on fait ça et tout. Écoutez, c'est un petit peu là le rôle du notaire aussi d'offrir des différentes options, de dire, de faire parler, d'échanger, prendre le temps d'échanger avec les gens pour voir c'est quoi leur objectif et trouver le mécanisme qui va atteindre l'objectif, tous les objectifs finalement, le plus précisément possible. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Chez nous, quelqu'un qui va venir me voir faire un testament, la première rencontre va facilement prendre 1 heure. Puis des fois, c'est déjà, comme vous disiez, une deuxième union, puis il y a des particularités. Ça peut même être plus long que ça. Fois, là. Exactement, il faut prendre le temps de faire le tour de la question. OK. Alors, il reste une petite minute et demie. Les gens qui meurent sans testament, les conséquences selon la loi, quelles sont-elles? Bien, écoutez, je vous dirais que ce ne sera pas le gouvernement qui va retirer les choses. Je ne ferai pas de fausses peurs aux gens. Mais c'est certain que ça ne sera probablement pas ce que la personne aurait voulu qui va arriver parce qu'il y a un partage à travers les membres de la famille. Et ce n'est pas toujours ce qu'on veut avoir. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure, le conjoint avec les enfants, le conjoint marié, comme je disais tantôt, mais c'est 1/3 au conjoint, 2/3 aux enfants. Mais probablement que si on a un conjoint qui a un certain temps, on ne veut pas que ce soit à la merci des enfants d'avoir à tout partager tout de suite. Peut-être que ça aille aux enfants après, peut-être, mais pas nécessairement immédiatement. Donc, c'est vraiment important là, d'avoir bien prévu nos choses avant. Donc, les gens qui peuvent décéder comme ça, qui n'ont pas de famille ou quoi que ce soit, l'argent va directement au gouvernement, c'est ça? Bien, écoutez, je vous dirais, on parle de 11 générations dans la loi qui prévoit. Vraiment, ça va, on favorise ce que ça reste dans la famille. Mais quelqu'un, effectivement, qui serait seul au monde, si on peut dire, bien oui, en bout de ligne, c'est le gouvernement qui est le fonds général là, qui récupère les biens de la personne décédée. Parfait. Alors, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Alors, je pense qu'il est important de dire, c'est très important de faire nos papiers. Des fois, on parle d'âge. Souvent, il y en a qui nous disent, bien là, moi, je suis trop jeune, mais on ne sait jamais. On voit des accidents d'auto, des ACV ou des gens qui... Moi, j'ai déjà vu des gens de 30 ans, 18 ans qui sont fait frapper sur le coin sans raison, puis ils deviennent inaptes, puis ça arrive. Malheureusement, on ne sait jamais. Exactement. Alors, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Je pense qu'on a éclairci pas mal de points, puis j'espère que ça va aider nos personnes âgées. Merci beaucoup, M. Beaumont. Merci.